Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur C8 pour ce nouveau numéro de Voyage au bout de la nuit que l'on commence tout de suite en vous donnant la parole. Et ce soir, c'est Andreina qui nous a écrit sur les réseaux sociaux #VBN pour nous demander d'où vient l'expression « cela coulait douce ». Eh bien, cela coulait douce, ça veut dire qu'on passe du bon temps, qu'on est tranquille. Et en tout cas, cela coulait douce, eh bien, c'est une expression qui rappelle à la vie. C'est la vie qui est douce dans cette expression. Vous allez tout comprendre, chère Andreina, puisque d'ailleurs, je suppose par votre prénom que vous êtes italienne. Et vous allez voir qu'on va même remonter jusqu'en Italie pour expliquer l'origine de cette expression. Et donc, vous allez voir que c'est la vie qui est douce dans cela coulait douce, puisque la toute première fois que l'on retrouve quelque chose qui peut ressembler à cette expression, eh bien c'est au XVIIe siècle avec une manière de parler qui n'est pas encore une expression à proprement dit, c'est une manière de parler, on dit couler des jours heureux. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que couler, c'est un verbe qu'on va associer au temps qui passe. Donc quand on veut signifier le temps qui passe, on va prendre le verbe couler. Donc on retrouve dans couler des jours heureux, mais ce n'est pas une expression, c'est juste qu'on emploie le verbe couler pour dire passer du temps. Et donc quand les jours sont agréables, on coule des jours heureux. Donc voilà, lorsque j'allais à la campagne, je coulais des jours heureux. Pendant les vacances, je coulais des jours heureux, ça veut juste dire je passais des jours heureux. Donc ce n'est pas encore vraiment une expression, mais ça commence à arriver. Au XIXe siècle, il y a en Italie une expression qui est la dolce vita. Alors la dolce vita, c'est la vie douce. Et donc c'est quelque chose d'assez poétique et d'assez philosophique que mettent en avant nos amis italiens en désignant la vie douce par opposition à la vie dure du travail, du labeur. Et donc nous en France, eh bien, ça va devenir couler une vie douce. Alors c'est toujours pas une expression, mais on commence à y arriver. Et puis à force d'employer couler une vie douce, ça va commencer à rentrer dans les mœurs linguistiques et il va y avoir un détournement elliptique de couler une vie douce. Cela coulait douce. On comprend que là désigne la vie et donc cela coulait douce. Et la toute première fois qu'on retrouve en littérature, et c'est là que ça scelle le sceau d'une expression qui va rester chez tout un chacun, la première fois qu'on retrouve cette expression donc en littérature, c'est chez Alphonse Allais. Alors c'est Alphonse Allais, je ne sais plus dans quel ouvrage, où un valet voit rentrer son maître après une nuit certainement qu'il suppose être de débauche, et en le voyant rentrer, il dit « Ha ha, nous la coulons douce ». Et à partir de là, nous la coulons douce va donner « on se la coule douce, se la couler douce », et ça va rentrer donc au XIXe siècle dans le langage courant. Aujourd'hui, on l'utilise très fréquemment, puisqu'ils sont de moins en moins nombreux ceux qui se la coulent douce, mais qu'ils font de plus en plus de bruit. On sait qui ils sont pas nombreux, mais on le sait qu'ils se la coulent douce. On le saura et on ne manquera pas de vous le faire savoir. Vous remarquerez d'ailleurs que très régulièrement, les reportages télé, les enquêtes incroyables vous emmènent sur le pas de ceux qui se la coulent douce à Saint-Tropez, de ceux qui se la coulent douce sur des îles dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Voilà, donc ceux qui se la coulent douce, on les met bien en avant. Donc ils ne sont pas nombreux. Ceux qui galèrent, ceux qui triment, ceux qui bossent sont à peu près plus nombreux. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils utilisent l'espace, qu'est-ce qu'ils utilisent la tribune, qu'est-ce qu'ils utilisent la lumière. Ah oui, on n'en parle pas beaucoup de ceux qui triment. Oh là là, non, ça c'est un petit peu comme dans les films. On met rarement les gentils et les bosseurs en avant parce que c'est moins vendeur, c'est moins rigolo forcément. Donc voilà, de faire un reportage sur des gens qui se lèvent à 6h du matin, qui vont travailler, qui se couchent à 22h, qui élèvent 3 enfants, parfois seuls, ça ferait pas rêver. Alors que le reportage sur ceux qui se la coulent douce l'été à Saint-Tropez, alors ça... C'est la folie. Voilà, vous savez tout, chère Andreina, sur cela coulait douce. Si vous aussi, vous voulez participer à l'émission, amener une connaissance sur l'étymologie d'un mot, sur l'origine d'une expression, si vous voulez poser une question sur le fonctionnement de l'émission, si vous voulez suggérer un titre à lire ou un auteur à lire ici dans l'émission, ou si vous voulez envoyer vos propres textes, si vous êtes auteur, amateur ou confirmé que vous voulez envoyer vos propres textes, vous n'hésitez pas, je les lirai ici à l'antenne dans la rubrique des questions-réponses. Ça se passe toujours de la même manière. C'est le #VBN sur les réseaux sociaux ou, pour ceux qui le souhaitent, par courrier postal en écrivant au 1 rue Les Enfants du Paradis 92 100 Boulogne-Billancourt. Vous mettez tout cela à l'attention des questions-réponses de Lionel, émission Voyage au bout de la nuit, chaîne C8. Voilà, vous savez tout. La rubrique est donc maintenant
terminé, on va pouvoir se replonger dans la lecture qui va nous accompagner jusqu'aux toutes premières lueurs du jour. Et cette lecture, eh bien, c'est celle d'une nouvelle signée Prosper Mérimée. On en découvre des nouvelles de Prosper Mérimée dans cette émission. Lors des précédentes émissions, c'était déjà le cas. Je vous invite d'ailleurs à aller revoir les précédentes émissions. Elles sont disponibles sur notre site internet www.c8.fr. Cette nouvelle que je vous propose de découvrir maintenant, eh bien, elle est datée du 27 avril 1846 et elle s'intitule « Il vicolo di Madama Lucrezia ». « Il vicolo di Madama Lucrezia ». L'impression qu'on va parler de Lucrèce Borgia là. On va voir. Allez, je vous embarque dans l'univers de Prosper Mérimée. Je vous souhaite une très très belle écoute de cette lecture. Restez avec moi, on est ensemble jusqu'aux toutes premières lueurs du jour. J'avais 23 ans quand je partis pour Rome. Mon père me donna une douzaine de lettres de recommandation, dont une seule, qui n'avait pas moins de 4 pages, était cachetée. Il y avait sur l'adresse « À la marquise Aldobrandi ». « Tu m'écriras, me dit mon père, si la marquise est encore belle. » Or, depuis mon enfance, je voyais dans son cabinet suspendu à la cheminée le portrait en miniature d'une fort jolie femme, la tête poudrée et couronnée de lierre, avec une peau de tigre sur l'épaule. Sur le fond, on lisait « Roma 1800 ». Le costume me paraissant singulier, il m'était arrivé bien des fois de demander quelle était cette dame. On me répondait « C'est une bacchante ». Mais cette réponse ne me satisfaisait guère, même je soupçonnais un secret, car à cette question si simple, ma mère pinçait les lèvres et mon père prenait un air sérieux. Cette fois, en me donnant la lettre cachetée, il regarda le portrait à la dérobée. J'en fis de même involontairement, et l'idée me vint que cette bacchante, poudrée, pouvait bien être la marquise Aldobrandi. Comme je commençais à comprendre les choses de ce monde, je tirais toutes sortes de conclusions des mines de ma mère et du regard de mon père. Arrivé à Rome, la première lettre que j'allais rendre fut celle de la marquise. Elle demeurait dans un beau palais près de la place Saint-Marc. Je donnai ma lettre et ma carte à un domestique en livrée jaune qui m'introduisit dans un vaste salon, sombre et triste, assez mal meublé. Mais dans tous les palais de Rome, il y a des tableaux de maîtres. Ce salon en contenait un assez grand, dont plusieurs étaient fort remarquables. Je distinguai tout d'abord un portrait de femme qui me parut être un Léonard de Vinci. À la richesse du cadre, au chevalet de palissandre sur lequel il était posé, on ne pouvait douter que ce ne fût le morceau capital de la collection. Comme la marquise ne venait pas, j'eus tout le loisir de l'examiner. Je le portais même près d'une fenêtre afin de le voir sous un jour plus favorable. C'était évidemment un portrait, non une tête de fantaisie, car on n'invente pas de ces physionomies-là. Une belle femme avec les lèvres un peu grosses, les sourcils presque joints, le regard altier et caressant tout à la fois. Dans le fond, on voyait son écusson, surmonté d'une couronne ducale. Mais ce qui me frappa le plus, c'est que le costume et la poudre, à la poudre près, étaient le même que celui de la bacchante de mon père. Je tenais encore le portrait à la main quand la marquise entra. « Juste comme son père !» s'écria-t-elle en s'avançant vers moi. « Ah, les Français, les Français ! À peine arrivés, déjà ils s'emparent de Madame Lucrèce. » Je m'empressais de faire mes excuses pour mon indiscrétion et je me jetais dans des éloges à perte de vue sur le chef-d'œuvre de Léonard que j'avais eu la témérité de déplacer. « C'est en effet un Léonard, dit la marquise, et c'est le portrait de la trop fameuse Lucrèce Borgia. De tous mes tableaux, c'est celui que votre père admirait le plus. Mais bon Dieu, quelle ressemblance! Ah, je crois voir votre père comme il était il y a 25 ans. Comment se porte-t-il? Que fait-il? Ne viendra-t-il pas nous voir un jour à Rome ?» Bien que la marquise ne portât ni poudre ni peau de tigre, du premier coup d'œil, par la force de mon génie, je reconnus en elle la bacchante de mon père. Quelques 25 ans n'avaient pu faire disparaître entièrement les traces d'une grande beauté. Son expression avait changé seulement. Comme sa toilette, elle était tout en noir et son triple menton, son sourire grave, son air solennel et radieux m'avertissaient qu'elle était devenue dévote. Elle me reçut, d'ailleurs, on ne peut plus affectueusement. En 3 mots, elle m'offrit sa maison, sa bourse, ses amis, parmi lesquels elle me nomma plusieurs cardinaux. « Regardez-moi, dit-elle, comme votre père. » Elle baissa les yeux modestement. « Votre père me charge de veiller sur vous et de vous donner des conseils. » Et pour me prouver qu'elle
n'entendait pas que sa mission fût une sinécure, elle commença sur l'heure par me mettre en garde contre les dangers que Rome pouvait offrir à un jeune homme de mon âge et m'exhorta fort à les éviter. Je devais fuir les voisins, les mauvaises compagnies, les artistes surtout, ne me lier qu'avec les personnes qu'elle me désignerait. Bref, j'eus un sermon en 3 points. J'y répondis respectueusement avec l'hypocrisie convenable. Comme je me levais pour prendre congé, « Je regrette, me dit-elle, que mon fils le marquis soit en ce moment dans nos terres de la Romagne, mais je veux vous présenter mon second fils, Don Ottavio, qui sera bientôt un monsignore. J'espère qu'il vous plaira et que vous deviendrez amis comme vous devez l'être. » Elle ajouta précipitamment « Car vous êtes à peu près du même âge, et c'est un garçon doux et rangé comme vous. » Aussitôt, elle envoya chercher Don Ottavio. Je vis un grand jeune homme pâle, l'air mélancolique, toujours les yeux baissés, sentant déjà son cafard. Sans lui laisser le temps de parler, la marquise me fit en son nom toutes les offres de service les plus aimables. Il confirmait par de grandes révérences toutes les phrases de sa mère, et il fut convenu que dès le lendemain, il irait me prendre pour faire des courses par la ville et me ramènerait dîner en famille au palais Aldobrandi. J'avais à peine fait une vingtaine de pas dans la rue lorsque quelqu'un cria derrière moi d'une voix impérieuse « Où donc allez-vous ainsi, seul à cette heure, Don Ottavio ?» Je me retournai et vis un gros abbé qui me considérait des pieds à la tête en écarquillant les yeux. « Je ne suis pas Don Ottavio, lui dis-je. » L'abbé me saluant jusqu'à terre se confondit en excuses et un moment après je le vis entrer dans le palais Aldobrandi. Je poursuivis mon chemin médiocrement, flatté d'avoir été pris pour un monsignore en herbe. Malgré les avertissements de la marquise, peut-être même à cause de ces avertissements, je n'eus rien de plus pressé que de découvrir la demeure d'un peintre de ma connaissance, et je passai 1 heure avec lui dans son atelier à cause des moyens d'amusement licites ou non que Rome pouvait me fournir. Je le mis sur le chapitre des Aldobrandi. La marquise, me dit-il, après avoir été fort légère, s'était jetée dans la haute dévotion quand elle eut reconnu que l'âge des conquêtes était passé pour elle. Son fils aîné était une brute qui passait son temps à chasser et à encaisser l'argent que lui apportaient les fermiers de ses vastes domaines. On était en train d'abrutir le second fils, Don Ottavio, dont on voulait faire un jour un cardinal. En attendant, il était livré aux jésuites. Jamais il ne sortait seul. Défense de regarder une femme ou de faire un pas sans avoir à ses talons un abbé qu'il avait élevé pour le service de Dieu et qui, après avoir été le dernier amico de la marquise, gouvernait maintenant sa maison avec une autorité à peu près despotique. Le lendemain, Don Ottavio suivi de l'abbé Negroni, le même qui, la veille, m'avait pris pour son pupille, vint me chercher en voiture et m'offrit ses services comme cicerone. Le premier monument où nous nous arrêtâmes était une église. À l'exemple de son abbé, Don Ottavio s'y agenouilla, se frappa la poitrine et fit des signes de croix sans nombre. Après s'être relevé, il me montra les fresques et les statues et m'en parla en homme de bon sens et de bon goût. Cela me surprit agréablement. Nous commençâmes à causer et sa conversation me plut. Pendant quelque temps, nous avions parlé italien. Tout à coup, il me dit en français « Mon gouverneur n'entend pas un mot de votre langue. Parlons français, nous serons plus libres. » On eût dit que le changement d'idiome avait transformé ce jeune homme. Rien dans ses discours ne sentait le prêtre. Je croyais entendre un de nos libéraux de province. Je remarquais qu'il débitait tout d'un même ton de voix monotone et que souvent ce débit contrastait étrangement avec la vivacité de ses expressions. C'était une habitude prise apparemment pour dérouter le Negroni, qui, de temps à autre, se faisait expliquer ce que nous disions. Bien entendu, nos traductions étaient des plus libres. Nous vîmes passer un jeune homme en bas violet. « Voilà, me dit Don Ottavio, nos patriciens d'aujourd'hui. Infâme livrée, et ce sera la mienne dans quelques mois. Quel bonheur, ajouta-t-il après un moment de silence, quel bonheur de vivre dans un pays comme le vôtre. Si j'étais français, peut-être un jour deviendrais-je député. » Cette noble ambition me donna une forte envie de rire. Et notre abbé, s'en étant aperçu, je fus obligé de lui expliquer que nous parlions de l'erreur d'un archéologue qui prenait pour antique une statue de Bernin. Nous revînmes dîner au palais Aldobrandi, presque aussitôt après le café. La marquise me demanda pardon pour son fils, obligé par certains devoirs pieux à se retirer dans son appartement.
Je demeurais seul avec elle, et l'abbé Negroni, qui, renversé dans un grand fauteuil, dormait du sommeil du juste. Cependant, la marquise m'interrogeait en détail sur mon père, sur Paris, sur ma vie passée, sur mes projets pour l'avenir. Elle me parut aimable et bonne, mais un peu trop curieuse et surtout trop préoccupée de mon salut. D'ailleurs, elle parlait admirablement italien et je pris avec elle une bonne leçon de prononciation que je me promis bien de répéter. Je revins souvent la voir, presque tous les matins. J'allais visiter les antiquités avec son fils et l'éternel Negroni, et le soir, je dînais avec eux au palais Aldobrandi. La marquise recevait peu de monde et presque uniquement des ecclésiastiques. Une fois, cependant, elle me présenta à une dame allemande, nouvellement convertie, et son amie intime. C'était une madame de Strahlenheim, fort belle, personne établie depuis longtemps à Rome. Pendant que ces dames causaient entre elles d'un prédicateur renommé, je considérais à la clarté de la lampe le portrait de Lucrèce, quand je crus devoir placer mon mot. « Quels yeux !» m'écriai-je. On dirait que ses paupières vont remuer. À cette hyperbole un peu prétentieuse que je hasardais pour m'établir en qualité de connaisseur auprès de madame de Strahlenheim, elle tressaillit d'effroi et se cacha la figure dans son mouchoir. « Qu'avez-vous, ma chère » dit la marquise. « Oh, rien, mais c'est ce que monsieur vient de dire. » On la pressa de questions, et une fois qu'elle nous eut dit que mon expression lui rappelait une histoire effrayante, elle fut obligée de la raconter. La voici en 2 mots. Madame de Strahlenheim avait une belle-sœur nommée Wilhelmine, fiancée à un jeune homme de Westphalie, Julius de Katzenelnbogen, volontaire dans la division du général Kleist. Je suis bien fâché d'avoir à répéter tant de noms barbares, mais les histoires merveilleuses n'arrivent jamais qu'à des personnes dont les noms sont difficiles à prononcer. Julius était un charmant garçon rempli de patriotisme et de métaphysique. En partant pour l'armée, il avait donné son portrait à Wilhelmine, et Wilhelmine lui avait donné le sien, qu'il portait toujours sur son cœur. Cela se fait beaucoup en Allemagne. Le 13 septembre 1813, Wilhelmine était à Cassel vers 5 heures du soir dans un salon occupé à tricoter avec sa mère et sa belle-sœur. Tout en travaillant, elle regardait le portrait de son fiancé placé sur une petite table à ouvrage en face d'elle. Tout à coup, elle pousse un cri horrible, porte la main sur son cœur et s'évanouit. On eut toutes les peines du monde à lui faire reprendre connaissance et dès qu'elle put parler, « Julius est mort » s'écria-t-elle, « Julius est tué » elle affirma. Et l'horreur peinte sur tous ses traits prouvait assez sa conviction qu'elle avait vu le portrait fermer les yeux et qu'au même instant, elle avait senti une douleur atroce comme si un fer rouge lui traversait le cœur. Chacun s'efforça inutilement de lui démontrer que sa vision n'était rien de réel et qu'elle n'y devait attacher aucune importance. La pauvre enfant était inconsolable. Elle passa la nuit dans les larmes et le lendemain, elle voulut s'habiller de deuil, comme assurée déjà du malheur qui lui avait été révélé. 2 jours après, on reçut la nouvelle de la sanglante bataille de Leipzig. Julius écrivait à sa fiancée un billet daté du 13 à 3 heures de l'après-midi. Il n'avait pas été blessé, s'était distingué et venait d'entrer à Leipzig où il comptait passer la nuit avec le quartier général, éloigné par conséquent de tout danger. Cette lettre, si rassurante, ne put calmer Wilhelmine, qui, remarquant qu'elle était datée de 3 heures, persistait à croire que son amant était mort à 5. L'infortuné ne se trompait pas. On sut bientôt que Julius, chargé de porter un ordre, était sorti de Leipzig à 4h30 et qu'à 3/4 de lieue de la ville, au-delà de l'Elster, un traînard de l'armée ennemie, embusqué dans un fossé, l'avait tué d'un coup de feu. La balle, en lui perçant le cœur, avait brisé le portrait de Wilhelmine. Et qu'est devenue cette pauvre jeune personne ? Demandai-je à madame de Strahlenheim. Oh, elle a été bien malade. Elle est mariée maintenant à monsieur le conseiller de justice de Werner, et si vous alliez à Dachau, elle vous montrerait le portrait de Julius. Tout cela se fait par l'entremise du diable, dit l'abbé, qui n'avait dormi que d'un œil pendant l'histoire de madame de Strahlenheim. Celui qui faisait parler les oracles des païens peut bien faire mouvoir les yeux d'un portrait quand bon lui semble.
Il n'y a pas 20 ans qu'à Tivoli, un Anglais a été étranglé par une statue. Par une statue ? M'écriai-je. Et comment cela ? C'était un milord qui avait fait des fouilles à Tivoli. Il avait trouvé une statue d'impératrice, Agrippine, Messaline, peu importe. Tant il y a qu'il la fit porter chez lui et qu'à force de la regarder et de l'admirer, il en devint fou. Tous ces messieurs protestants le sont déjà plus qu'à moitié. Il l'appelait sa femme, sa milady, et l'embrassait, tout de marbre qu'elle était. Il disait que la statue s'animait tous les soirs à son profit, si bien qu'un matin on trouva un milord de Roide mort dans son lit. Eh bien, le croiriez-vous ? Il s'est rencontré un autre Anglais pour acheter cette statue. Ah, moi j'en aurais fait faire de la chaux. Quand on a entamé une fois le chapitre des aventures surnaturelles, on ne s'arrête plus. Chacun avait son histoire à raconter. Je fis ma partie moi-même dans ce concert des récits effroyables, en sorte qu'au moment de nous séparer, nous étions tous passablement émus et pénétrés de respect pour le pouvoir du diable. Je regagnai à pied mon logement et pour tomber dans la rue du Corso, je pris une petite ruelle tortueuse par où je n'étais point encore passé. Elle était déserte, on ne voyait que de longs murs de jardin ou quelques chétives maisons dont pas une n'était éclairée. Minuit venait de sonner, le temps était sombre, j'étais au milieu de la rue, marchant assez vite, quand j'entendis au-dessus de ma tête un petit bruit, un « sst ». Et au même instant, une rose tomba à mes pieds. Je levai les yeux, et malgré l'obscurité, j'aperçus une femme vêtue de blanc, à une fenêtre, le bras étendu vers moi. Nous autres Français, nous sommes fort avantageux en pays étrangers, et nos pères, vainqueurs de l'Europe, nous ont bercés de traditions flatteuses pour l'orgueil national. Je croyais pieusement à l'inflammabilité des dames allemandes, espagnoles et italiennes à la seule vue d'un Français. Bref, à cette époque, j'étais encore bien de mon pays, et d'ailleurs, la rose ne parlait-elle pas clairement ? « Madame, dis-je à voix basse, en ramassant la rose, vous avez laissé tomber votre bouquet. » Mais déjà la femme avait disparu et la fenêtre s'était fermée sans faire le moindre bruit. Je fis ce que tout autre eût fait à ma place. Je cherchai la porte la plus proche. Elle était à 2 pas de la fenêtre, je la trouvai et j'attendis qu'on vînt me l'ouvrir. 5 minutes se passèrent dans un profond silence. Alors, je toussai, puis je grattai doucement. Mais la porte ne s'ouvrit pas. Je l'examinai avec plus d'attention, espérant trouver une clé ou un loquet. À ma grande surprise, j'y trouvai un cadenas. Le jaloux n'est donc pas rentré, me dis-je. Je ramassai une petite pierre et la jetai contre la fenêtre. Elle rencontra un contrevent de bois et retomba à mes pieds. Diable, pensai-je, les dames romaines se figurent donc qu'on a des échelles dans sa poche ? On ne m'avait pas parlé de cette coutume. J'attendis encore plusieurs minutes tout aussi inutilement. Seulement il me sembla 1 ou 2 fois voir trembler légèrement le volet, comme si de l'intérieur on eût voulu l'écarter pour voir dans la rue. Au bout d'un quart d'heure, ma patience étant à bout, j'allumai un cigare et je poursuivis mon chemin, non sans avoir bien reconnu la situation de la maison au cadenas. Le lendemain, en réfléchissant à cette aventure, je m'arrêtai aux conclusions suivantes. Une jeune dame romaine, probablement d'une grande beauté, m'avait aperçu dans mes courses par la ville et s'était éprise de mes faibles attraits. Si elle ne m'avait déclaré sa flamme que par le don d'une fleur mystérieuse, c'est qu'une honnête pudeur l'avait retenue, ou bien qu'elle avait été dérangée par la présence de quelque duègne, peut-être par un maudit tuteur ou comme le Bartholo de Rosine. Je résolus d'établir un siège en règle devant la maison, habitée par cette infante. Dans ce beau dessein, je sortis de chez moi après avoir donné à mes chevaux un coup de brosse conquérant. J'avais mis ma redingote neuve et des gants jaunes. En ce costume, le chapeau sur l'oreille, la rose fanée à la boutonnière, je me dirigeais vers la rue dont je ne savais pas encore le nom, mais que je n'eus pas de peine à découvrir. Un écriteau au-dessus d'une madone m'apprit qu'on l'appelait « Il Vicolo di Madama Lucrezia ». Ce nom m'étonna. Aussitôt, je me rappelais le portrait de Léonard de Vinci et les histoires de pressentiments et de diablerie que la veille on m'avait racontées chez la marquise. Puis je pensais qu'il y avait des amours prédestinés dans le ciel. Pourquoi mon objet ne s'appellerait-il pas Lucrèce ? Pourquoi ne ressemblerait-il pas à Lucrèce de la galerie Aldobrandi ? Il faisait jour, j'étais à 2 pas d'une charmante personne et nulle pensée sinistre n'avait part
à l'émotion que j'éprouvais. Qui est cette femme? Lucrèce Borgia? Une vision? Où va-t-il mettre les pieds? Alors qu'on lui a dit de faire attention au danger de Rome, ce jeune homme. Eh bien, c'est ce que nous saurons en poursuivant cette lecture et ce fera l'objet d'une prochaine émission de Voyage au bout de la nuit, car pour l'heure, vous l'avez compris, cette émission est terminée. Merci infiniment de l'avoir suivie. On se retrouve très très vite sur C8 pour la suite de la lecture de cette nouvelle de Prosper Mérimée. D'ici là, prenez soin de vous.